C'est le journal de Rémi Danginou. Je suis Rémi Danginou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Vous en connaissez le principe. Durant une semaine, nous avons une actualité qui déroule et qui défile devant nous. Et nous essayons en un temps d'une vingtaine de minutes de nous arrêter sur ces éléments forts-là, avec une réflexion qui est la nôtre et puis des éléments qui parfois ont attiré notre attention. Je voudrais quand même, avant toute chose, vous présenter, même si c'est avec 2 ou 3 jours de retard, mes vœux les meilleurs pour cette fête nationale. 11 décembre, avec toute la symbolique qu'il y a derrière. 11 décembre 58, bien sûr, la proclamation de la République, et le 11 décembre 59, le début du processus qui allait aboutir effectivement à l'indépendance et à sa proclamation le 5 août 1960. Il y a donc une date qui est très forte, et c'est pour cela que pour cette symbolique-là, nous allons vouloir nous arrêter, comme nous l'avons fait déjà pour quelques acteurs de la transition, sur le cas, notamment de notre Premier ministre, le général. Ah tiens, je me trompe. C'est vrai que c'est un peu compliqué. On aurait dit lieutenant-colonel au départ. Aujourd'hui, on dit général. Mais nous allons en parler dans le dossier de cette édition. Nous aurons ensuite droit au carton. Et puis, nous souhaiterons à tout un chacun de suivre les informations et de nous retrouver pour le débat. Mais avant toute chose, mesdames et messieurs, le débat de cette journée. Je vous ai annoncé le débat. Il s'agit bien sûr du dossier de cette édition que nous allons consacrer entièrement à ce qui s'est passé au niveau du sommet de notre exécutif, à savoir notamment le couple Zida-Kafando. En mettant peut-être l'accent particulièrement sur un élément important de ce couple-là, le lieutenant-colonel, je me trompe encore, le général Yacouba Isaac Zida. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Rappelez-vous, nous sommes le 31 novembre 2014, et à cet instant-là, de la foule sort quelqu'un qui va assumer, au nom donc d'abord du RSP, mais ensuite de tout l'état-major et de notre armée, le rôle de président. C'est une question assez forte parce que à cet instant-là, on avait tous l'impression qu'après le rejet du général Nabélé Honoré Traoré, il y avait une autre possibilité. On se souvient des Lougué au pouvoir et tous ces autres éléments qui avaient été dits à l'époque. Et puis un homme apparaît. Cet homme-là, il est pour beaucoup de personnes méconnu. Et lorsqu'on discute avec certains des acteurs des OSC à l'époque présente, personne ne savait qui était Yacouba Isaac Zida. On ne savait pas que c'était véritablement le numéro 2 du RSP. On ne savait pas qu'il était venu, comme il a d'ailleurs dit, à travers un certain nombre de médias, il était venu pour effectivement récupérer le pouvoir au nom de ce RSP-là. Voilà donc ce qui se passe. Nous étions le 31 et on écoute cette proclamation qui fait désormais de Yacouba Isaac Zida celui que l'armée a choisi. Aujourd'hui, 1er novembre 2014, 54e anniversaire des forces armées nationales. La haute hiérarchie militaire, après concertation à l'état-major général des armées, informe l'opinion nationale et internationale que le lieutenant-colonel Zida Isaac a été retenu à l'unanimité pour conduire la période de transition ouverte après le départ du pouvoir du président Blaise Compaoré. Il y a quelque chose quand même d'assez saugrenu dans cette déclaration-là qui fait effectivement que l'on voit un lieutenant-colonel, aussi méritant qu'il soit, devenir président du FASO, choisi par l'armée et signé par un général. On aurait pu penser que le meilleur, dans le grade le plus élevé, aurait simplement rempli cette fonction. Mais bon, passons. Il reste que pour beaucoup de personnes, à cet instant-là déjà, il y avait un coup d'État qui s'était préparé et qui s'était exécuté au sein de la transition. Et c'est vrai que beaucoup d'acteurs de la société civile ont toujours regretté cet instant-là, mais il faut reconnaître également que de la part de la société civile et des acteurs politiques, une impréparation n'avait pas permis de prévoir qui allait assurer ces charges-là. Il y avait aussi ensuite le fait qu'un certain nombre de personnes, pour différentes raisons, se sont gentiment défilées ou dédiées à un moment donné en disant « ce n'était pas à nous d'assumer ces charges-là, nous avions d'autres ambitions, la transition ne sera que passagère par définition, donc il fallait s'inscrire dans la durée ». Il y a donc ce symbole d'un homme qui arrive, lieutenant-colonel, et qui prend le pouvoir parmi des généraux. Parce que simplement, et il ne faut jamais l'oublier, il a été imposé par le RSP. Il y a donc une logique d'un système qui a toujours continué à fonctionner. Après moult tractations, moult négociations, Forces armées nationales, société civile, partis politiques aboutissent à la signature d'une charte. C'était le 13 novembre 2014. Et quelques jours après, il y avait cette passation de pouvoir entre le président élu, le président choisi, ce serait plus juste de dire, Michel Kafando, et le président imposé par l'armée, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida.
On suit cette passation. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît. Il y a quelque chose de très fort, ces images-là, vous les avez déjà vues et revues, mais il y a quelque chose également de très particulier, c'est que vous avez là un président qui cède la place de président, mais ce président-là, il reste Premier ministre. Il y a dans le gouvernement qui va se mettre en place 4 colonels qui vont rester, Zida, Bari, Ba et Kaboré. Mais la colère du RSP va se focaliser sur 2 de ces personnes, le colonel Yacouba Isaac Zida et le colonel Bari, qui est à l'administration territoriale. À tel point que, en décembre, en février et en juin, quasiment successivement, 3 fois, le RSP va se mettre en branle. Il y avait, semble-t-il, un deal qui n'a pas été respecté. On n'a jamais réellement compris ce qui s'était passé, parce qu'à chaque fois on nous disait, il n'a pas respecté les engagements. Il n'a pas respecté les engagements. Il n'a pas respecté les engagements. Et on se retrouve à une situation de départ, avec cette image furtive que beaucoup de personnes ont vue, c'est celle du général Djendjéré posant les pieds au CES, qui était à l'époque le cadre dans lequel le nouveau président, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, s'était installé. Beaucoup avaient crié « Oh là, que se passe-t-il » Et au final, on se rend compte effectivement que, envoyé par le RSP, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida avait fait preuve d'ingratitude et de non-reconnaissance. On en est fiers aujourd'hui parce qu'il nous a permis de sortir de cette transition. Mais jusqu'à la dernière minute, ce sentiment de « je te mets là pour que tu protèges mes intérêts » est resté gravé au niveau de la relation entre ce corps et notre Premier ministre. À tel point que, en juin 2015, lors de son discours devant notre Assemblée nationale, le CNT, voilà ce que Yacouba Isaac Zida, à l'époque lieutenant-colonel et Premier ministre, disait sur la dissolution du RSP. Alors, il y a une question qui a été posée, bien sûr, sur la réforme de l'armée de façon générale et la réforme du RSP. En ce qui concerne le RSP, vous avez suivi depuis décembre, une commission a été mise sur pied afin de réfléchir sur une structuration de ce régiment en tenant compte des réalités sociopolitiques actuelles de notre pays. Alors, les résultats ont été déposés. Cette commission a déposé ses résultats à bonne date, dans laquelle elle fait 3 propositions. Alors, mais nous sommes en train de réfléchir au niveau donc, du ministère de la Défense pour intégrer ce qui a été proposé dans un cadre de réforme globale. Donc, on ne peut pas traiter le cas du RSP de façon isolée. Il y a un schéma. Il y a un schéma de réforme globale de l'armée, 2014-2016. Donc, nous sommes en train d'inscrire notre action donc, dans ce cadre global-là. Et soyez rassurés que nous sommes en train de travailler dessus. Alors, pour ce qui concerne, des voix se sont élevées pour plusieurs fois demander donc la dissolution du RSP. Je voudrais préciser devant votre auguste assemblée que l'armée a besoin de RSP, le pays a besoin de RSP. Nous sommes en train de travailler pour lui donner beaucoup plus d'importance, lui donner une bonne place au sein de la nation. Mais dissoudre un régiment de telle façon, comme disait quelqu'un, si vous tuez votre chien parce qu'il n'aboie pas, c'est la chèvre du voisin qui va vous mordre. Et je suis sûr, moi-même en tant que... Ça fait 20 ans que je suis au RSP, je connais les capacités de ce régiment et je pense que, je confirme que nous en avons besoin. On n'a pas abattu notre chien, mais il a été enragé et il a fini par vouloir nous mordre. Nous étions alors le 16 septembre 2015 avec le coup d'État lancé par le général Djendjéré et certains éléments du RSP. Pas tous, mais certains. Si on s'arrête sur cet événement-là, c'est pour comprendre effectivement la trajectoire d'un militaire qui, à un moment donné, a semble-t-il été touché par la grâce divine, comme dirait quelqu'un.
Il a peut-être été touché par la grâce, mais au final, il n'a pas servi les intérêts pour lesquels il avait été envoyé. Et ça, c'est la chose la plus importante. Il a peut-être trahi ses frères d'armes, il a peut-être trahi ceux qui lui ont envoyé, mais il a participé à ce que cette transition-là puisse se mettre en place. Et beaucoup d'écueils que nous avons connus, notamment les hésitations dans la mise en œuvre du code électoral, les difficultés de la Commission nationale de réforme et de réconciliation sont dues au fait que pendant une période donnée, nous avons eu ce Premier ministre-là qui basculait entre est-ce que je fais ce pour lequel ces jeunes qui sont sortis m'ont mis au pouvoir, est-ce que je fais ce pour lequel le RSP, qui est mon corps, où j'ai fait 20 ans et le précise, m'a envoyé. Il y a eu cette hésitation jusqu'à ce qu'effectivement, quasiment quelques jours après ce discours-là, le chien finisse par mordre son maître. Résultat, il y a eu cette tentative annoncée vraie ou fausse qui a entraîné le départ du pouvoir, en tout cas au niveau du ministère de l'administration territoriale du lieutenant Barry. Et puis nous sommes ensuite tombés dans une exécution de la transition. Et c'est là où, à ce niveau-là, j'aurais aimé dire, c'est dommage que l'on s'en tire à si bon compte, parce qu'au final, il faudrait peut-être que nous rendions compte de ce qui s'est passé. La transition, ce long cours d'eau, avec un fil qui n'est pas du tout tranquille, a connu énormément d'écueils. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur deux éléments qui, pour moi, sont symptomatiques de cette mauvaise gouvernance sur laquelle nous avons tous voulu lutter et qui, au final, va ressortir. On peut se poser des questions. Est-ce que les hésitations de la tête entre le président Kafando et le président Zida, est-ce que les hésitations de Yacouba Isaac Zida sur qu'est-ce que je fais au final sont responsables de cette situation que l'on a connue, cette dégradation de la gouvernance économique qu'on a vu se mettre en place durant ces 3-4 derniers mois? J'aimerais quand même qu'on s'arrête sur un élément qui pour moi est essentiel. Les 3 ou 4 derniers conseils des ministres qu'on a connus ont vu une succession de nominations et une succession de passations de marché. Sans jeter l'anathème, sans crier « attention, il y a le feu », sans crier « attention, il y a violation de règles », regardons ce qui s'est passé et chacun d'entre nous en tirera la conséquence. Plus que 2 semaines et le gouvernement de la transition cédera la place au prochain gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré, élu le 29 novembre dernier. À quelques jours de la tenue de ce scrutin, le président du Faso a promu le premier ministre Yacouba Isaac Zida, précédemment lieutenant-colonel au grade de général de division. Une promotion que le nouveau général dit recevoir avec modestie. Oui, un sentiment de reconnaissance à l'endroit de la nation qui elle-même me témoigne donc sa satisfaction à travers ce grade. Mais je veux vous dire qu'en fait ce n'est pas une fin en soi. Le grade de général pour moi, bon, c'est véritablement, je prends acte. Si tant est que cette promotion n'est pas une fin en soi pour le général Zida, il est clair que sa carrière ne s'arrêtera pas juste après la transition. Ben, mon avenir, je serai déchargé donc bientôt de la fonction de Premier ministre. Je vais d'abord dans un premier temps me reposer. Et puis voilà, on va envisager l'avenir avec sérénité. Je ne vais quand même pas prendre la retraite à 50 ans. Je pense que je vais encore essayer de faire quelque chose. En attendant de savoir ce que sera son avenir, c'est un ouf de soulagement pour un chef de gouvernement d'avoir réussi avec l'exécutif une de leurs principales missions, le double scrutin du 29 novembre dernier. Content, pas pour moi seulement content, surtout pour le Burkina qui sort d'une période très difficile. Vous savez que la transition, tout est au ralenti. Hein. L'activité économique est au ralenti, les programmes sociaux sont au ralenti. C'est véritablement le cycle minimum. Et donc pour un pays, vivre dans ces conditions-là, ce n'est pas véritablement ce qui est souhaitable. Donc plus vite on en sort, et mieux ça vaut. Et nous sommes véritablement contents que ce jour soit enfin arrivé. Le lieutenant-colonel devenu général a vite appris le langage des politiques. Avoir la langue de bois, ne jamais rien dire qui puisse se compromettre et voir toutes les choses du bon côté. Ce n'est pas une fin en soi d'être général, mais au final on se demande pourquoi cette indélicatesse ou ce sentiment de vouloir se servir soi-même. On arrive à se demander si le président Kafando n'était pas retraité, est-ce qu'il se serait nommé ambassadeur quelque part? Ou est-ce qu'il va se nommer, ça peut arriver, président d'honneur du Burkina Faso. Ne sait-on jamais dans cette transition qui est en train de tout mettre en place pour se satisfaire elle-même. Il y a quelque chose d'indélicat, quelque chose d'un peu d'indécent de voir un certain nombre de personnes se congratuler et se féliciter alors que la tâche qui leur a été confiée par les populations sorties
était celle de mettre en œuvre ces élections qu'ils ont reçues et celle d'assurer cette transition. À cette population-là, par le biais du gouvernement entrant ou par le biais d'autres structures, de les féliciter et de les congratuler. Mais là, on a l'impression que s'auto-satisfaire et s'auto-féliciter est l'un des éléments clés de cette transition. Si le lieutenant-colonel devenu général a pu se nommer, alors tout le Conseil des ministres, tous les autres membres du gouvernement peuvent également se nommer et se faire nommer là où ils le désirent. Suivons ces dernières nominations. À quelques jours de la fin de la transition, le gouvernement burkinabé continue de procéder à des nominations, autant à des postes nationaux qu'internationaux. Entre le 28 octobre et le 9 décembre 2015, ce sont 8 personnalités qui ont été nommées à de hautes fonctions. Le Conseil des ministres du 28 octobre nommé Nkunté Benoît Kambou, matricule 17958V, maître de conférence en droit public, conseiller juridique. Le Conseil des ministres du 25 novembre a également connu des nominations parmi lesquelles figurent Yemdaogo Eric Thiari, matricule 26744, ministre plénipotentiaire 3e classe 4e échelon, ambassadeur représentant permanent du Burkina Faso auprès des Nations Unies New York. Robert Compaoré, matricule 27580N, conseiller des affaires étrangères, première classe 7e échelon, devient ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès du Saint-Siège. Issa Issouf Joseph Tiemtoré, matricule 13390C, ingénieur des travaux publics, première classe 13e échelon, occupe désormais le poste de directeur des infrastructures de la présidence du Faso. Le dernier Conseil des ministres en date du 9 décembre n'a pas non plus dérogé à la règle des nominations. Ce conseil a vu la nomination de Moussa Nebié, matricule 25651E, ministre plénipotentiaire 3e classe 4e échelon, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près de la Confédération helvétique, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent près de l'Office des Nations Unies et institutions spécialisées à Genève, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent près de l'Organisation mondiale du commerce. Amina Bila Bambara, matricule 91443Z, administrateur des services financiers, première classe 5e échelon, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès du Royaume du Danemark. Jacob Pasgo, matricule 25649K, ministre plénipotentiaire 3e classe 4e échelon, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès du Royaume de Belgique, représentant permanent auprès de l'Union européenne, chef de la mission auprès de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Issa Soma, matricule 19924N, ministre plénipotentiaire première classe, 13e échelon, est nommé consul général du Burkina Faso à Cotonou au Bénin. Parmi ces 4 personnalités nommées, figurent 2 ministres de la transition aux personnes de Moussa Nebié des Affaires étrangères et Amina Bila du budget. C'est peut-être là où on a commencé à se demander, au final, vers où va cette transition, vivement qu'elle s'achève. Parce qu'à partir du moment où certaines personnes qui ont certainement du mérite arrivent à se faire nommer entre elles, il y a certainement une dérive qui n'est pas bonne en termes d'image, en termes de gouvernance et en termes surtout de messages envoyés à ces jeunes à qui on demande de travailler et de s'investir. S'il est vrai que certainement, certaines de ces nominés ont du mérite, il aurait fallu peut-être, comme cela se fait dans toutes les démocraties qui se respectent, négocier avec les gouvernants entrants pour savoir quels vont être les points de chute de ces personnes-là. Tout le monde reconnaît que à la fois les insurgés, à la fois ceux qui ont géré la transition, ont nécessairement besoin d'être au cœur de ce qui va se construire dans les jours et les semaines à venir. Mais pour autant, est-ce que se satisfaire soi-même et s'auto-congratuler en se nommant à ces postes-là est une leçon de probité, est une leçon de burkindi qu'on veut donner à chacun d'entre nous? C'est peut-être difficile à voir, mais c'est une question qui reste entièrement posée. Il y a ensuite dans cet aspect un côté relativement délicat. C'est lorsque nous avons l'impression que le nouveau gouvernement se trouve vissé à un certain niveau par les nominations qui sont faites. Il est clair que pour ce qui est de la politique étrangère, le président du Faso a l'entière responsabilité de nommer les ambassadeurs qu'il veut parce que ces personnes-là transmettent son message. La polémique au niveau du corps diplomatique et du ministère des Affaires étrangères, c'est le pourcentage que l'on fait entre ambassadeurs de carrière et personnes nommées à ces postes-là. Mais cette polémique-là, elle n'est même pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Parce que vous avez aujourd'hui des nominations qui vont certainement venir attacher les mains de celui qui va prendre les clés de Kossiam. Alors, qu'est-ce qu'il fera? Les changera-t-il?
Mettra-t-il d'autres personnes à la place? Tout un débat qu'on aurait pu éviter si simplement il y avait eu une fluidité, une continuité de l'action gouvernementale entre cette transition qui s'en va et ce gouvernement qui va s'installer. Et on va continuer dans cette logique-là pour regarder ce qui s'est fait au niveau des marchés publics. Rappelez-vous, lors de sa nomination, dans l'élément passé tantôt, le lieutenant-colonel, ah non, je me trompe chaque fois, le général de division Yacouba Isaac Zida disait que la situation économique est mauvaise, elle est compliquée et que tout est réduit au strict minimum. Alors comment comprendre que la transition se mette dans une course effrénée de marchés qui parfois ne sont pas pour moi dans l'immédiateté forcément nécessaire? J'aime par-dessus tout donner cet exemple. 1 milliard et quelques pour construire une régie pour la maîtrise d'ouvrage de Dancin. Un aéroport qui va voir le jour dans peut-être 15 ou 20 ans. Prendre aujourd'hui 1 milliard et quelques et mettre dans un immeuble pour abriter la maîtrise d'ouvrage. On a l'impression que la priorité, elle se définit différemment lorsqu'on est en début de transition et lorsqu'on est en fin de transition. Suivons cet élément. Sur une prévision initiale de 1148 milliards 42 820 000 francs CFA, un montant de 91 milliards 549 820 000 francs est proposé en annulation au titre des ressources propres, soit 7,97% des prévisions initiales. Les annulations au titre des dépenses se chiffrent à 100 milliards 746 932 000 francs CFA. Au titre du Conseil des ministres du 9 novembre, un appel d'offres ouvert pour les travaux de construction en tout corps d'un bâtiment R+2 avec ses annexes devant abriter le siège de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Dancin MOAD. Le Conseil a marqué son accord pour la passation des marchés aux entreprises suivantes avec un délai d'exécution de 10 mois. Le montant total des attributions s'élève à 1 375 867 402 francs CFA TTC. Le financement est assuré par le budget de l'État gestion 2015. Au titre du Conseil des ministres du 25 novembre, conclusion d'un marché par la procédure d'entente directe avec l'entreprise EBTE pour l'enlèvement mécanique de la Jacente d'eau et des 3 barrages de Ouagadougou. Au titre du Conseil des ministres du 4 novembre, la passation de marché par entente directe pour les travaux de construction de la cour d'appel de Fadangouma, phase 3. Le Conseil a marqué son accord pour la passation des marchés aux entreprises suivantes. EWK pour les travaux de construction de la cour d'appel de Fadangouma pour un montant de 617 202 280 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 3 mois. Memo SARL pour le suivi contrôle des travaux pour un montant de 32 500 000 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 3 mois. Urgence, pertinence et modalités de passation, Diane Vanessa Bambara pose effectivement tout le problème de cette transition-là. Comme dirait quelqu'un, il était une fois la transition, vivement qu'elle s'achève et que nous puissions construire dans la régularité et dans la perception de cette gouvernance que nous voulons saine, partagée et inclusive, un Burkina nouveau. Passons maintenant au carton de cette journée. Nous allons donner juste un carton, et il est rouge. Nous le donner à la directrice nationale de campagne du CDP, Mme Juliette Bonkongo. Vous savez, il s'agit pour nous de quelque chose d'assez important. Le CDP, qui a vu ses candidats touchés par l'éligibilité du code électoral, a eu la possibilité de changer ces candidats-là. Et dans ce changement de candidat, avec une loi électorale qui ne prévoyait pas de date limite, c'était possible jusqu'à la veille des élections, il s'est glissé à l'intérieur d'une candidature qui aujourd'hui pose problème, celle de Mme Juliette Bonkongo. Elle est magistrate, elle est en activité, elle n'a pas démissionné à ce que l'on sache, et la loi dit que dans ce cas d'espèce-là, il faut qu'elle démissionne pour pouvoir être candidate. Et elle l'a fait, en sachant effectivement qu'elle était magistrate, qu'il y avait possibilité donc de recours sur sa candidature. Au final, on se demande qu'est-ce qu'elle recherche exactement. Jeter de l'huile sur le feu, paraître comme pour la personne pourchassée et poursuivie de façon abusive. Je pense qu'à un moment donné, quel que soit le camp dans lequel on se trouve, il faut savoir raison garder, jouer à ce que les possibilités changent. D'autant plus que sur la liste nationale, toute autre personne aurait pu se faire élire à sa place. La polémique qui peut naître de cette situation-là est une polémique qui est totalement inutile et non constructive pour notre démocratie. Et au-delà du fait qu'une personne veuille coûte que coûte le pouvoir, il y a cette volonté manifeste de créer des soucis à notre démocratie. Et c'est pour cela que nous donnons ce carton rouge à Mme Juliette Bonkongo. Voilà,
C'était tout pour cette émission. Je vous demande donc de nous retrouver la semaine prochaine pour notre émission. En attendant, bonne fin de soirée. Au revoir.